Abonnez-vous à ma chaîne. Cela ne vous prend qu'une seconde, mais pour moi, c'est énorme. J'étais là, au bord de la tombe, imbibé de laine noire, incrédule. Mon costume me serrait, plus qu'avant, comme s'il ne m'appartenait plus, comme si rien de tout cela ne m'appartenait. Les funérailles étaient trop silencieuses. Pas de blagues, pas de musique, juste la pluie qui tapotait doucement sur le auvent vert, comme si elle craignait d'interrompre. Arthur aurait détesté ça. C'était le jumeau le plus bruyant. Toujours le premier à parler, le premier à se battre, le premier à rire de ses propres blagues stupides. Je n'arrivais pas à l'imaginer partir comme ça. Des voix basses, des boîtes de mouchoirs, des poignées de main raides. Cela semblait faux, forcé. Ma femme, Léa, serrait ma main. Sa prise était forte, presque douloureuse. Je ne l'ai pas regardé. Je ne pouvais pas. Ce n'était pas du réconfort. C'était du contrôle. Mes parents étaient assis juste devant, habillés comme s'ils assistaient à une réunion d'actionnaires. Pas d'yeux rouges, pas de mouchoirs, juste des vêtements parfaitement repassés et des froncements de sourcils étudiés. Mon père a hoché la tête vers le prêtre comme s'il concluait un marché. Ma mère a ajusté son collier de perles en pleine prière. Le cercueil a commencé à descendre. Ma gorge s'est nouée. Ma main a cherché mon téléphone sans réfléchir. Des années de mémoire musculaire pour ignorer l'ennui ou le chagrin. Juste une vibration, un SMS du numéro d'Arthur. Je ne suis pas mort. Ce n'est pas moi. Mon cœur s'est arrêté. J'ai jeté un coup d'œil rapide et vif aux arbres, aux voitures, à l'homme tenant le parapluie près du corbillard. Aucun mouvement, aucun regard sur moi, juste un ciel gris et le son de la terre tombant sur le bois. Petite note avant d'écouter, partagez en commentaire de quelle ville ou pays vous regardez et continuons. J'ai répondu avec des doigts tremblants, qu'est-ce qui se passe, bordel? Quelques secondes se sont écoulées. Une autre vibration. Je ne peux pas en dire plus. Ils écoutent. Ne fais pas confiance à Léa, ni à maman et papa. Mes jambes étaient en coton. Mes oreilles bourdonnaient. J'ai rangé mon téléphone dans ma poche, forcé mon visage à être neutre et regardé droit devant moi. Quand la prière finale fut terminée, les gens se sont dispersés lentement, comme s'ils ne savaient pas quoi dire. Léa s'est penchée vers moi, a chuchoté, on devrait y aller. Son souffle a touché mon cou et m'a fait tressaillir. Trop froid, trop calculé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé avec elle recroquevillée à côté de moi comme si rien n'était arrivé. Comme si mon monde ne s'était pas fendu en un seul SMS. J'ai gardé les yeux fermés, respirant régulièrement, faisant semblant de dormir. Mais chaque nerf de mon corps était allumé, hurlant. Ce n'était pas mon frère dans le cercueil. Et celui qui avait organisé ses funérailles était dans ma maison, allongé à côté de moi. Je suis sorti du lit avant le lever du soleil. Je n'ai pas dit un mot à Léa. J'ai juste pris mes clés, enfilé un sweat à capuche et conduit 2 villes plus loin, là où Arthur vivait. Un studio au-dessus d'un garage de pneus délabré avec une enseigne au néon cassé qui ne s'était pas allumée correctement depuis la pandémie. J'y étais allé une 12aine de fois auparavant. Il aimait ça parce que c'était bon marché, calme, et que personne ne se souciait de qui allait et venait. Mais quand je suis entré, ça m'a semblé étrange. Comme si l'endroit avait été javelisé. Pas de vaisselle dans l'évier. Pas de sweat à capuche sur le canapé. Pas de paroles à moitié écrites sur le tableau blanc qu'il gardait près du lit. Sa guitare acoustique avait disparu. Son ordinateur portable, même sa stupide lampe à lave. Les seules choses qui restaient étaient un pot de mayonnaise croûtée dans le réfrigérateur et une seule bière. Arthur détestait la mayonnaise. Je veux dire, il avait l'habitude de vomir à sa vue, alors ça m'a dit que quelqu'un d'autre avait fouillé ce réfrigérateur, ou que quelqu'un voulait que je pense qu'il l'avait fait. Je me suis tenu au milieu de la pièce, essayant de sentir sa présence, mais c'était comme s'il n'avait jamais existé. Et c'est là que ça m'a frappé. Ce n'était pas seulement nettoyé. C'était mis en scène, aseptisé, débarrassé d'Arthur. C'est là que l'enfant en moi s'est réveillé. Quand nous avions 8 ans, nous avions l'habitude de cacher des notes et des jouets à maman. Elle faisait des vérifications de chambre aléatoires quand elle était de mauvaise humeur. Nous avions des cachettes, des astucieuses. J'ai marché droit vers la vieille commode en bois qu'il avait traînée du grenier de nos parents il y a des années. Je l'ai tirée du mur. Et voilà, un faux cache-prise comme ceux que nous utilisions.
Je l'ai enlevé et à l'intérieur, il y avait un petit sac Ziploc scotché profondément dans le placoplâtre. Mes mains tremblaient maintenant, plus d'adrénaline que de peur. Un téléphone jetable. Il avait encore de la batterie. Je l'ai allumé, m'attendant à une sorte d'écran de verrouillage. Au lieu de cela, il a demandé un code d'accès. J'ai essayé la première chose qui m'est venue à l'esprit. Notre vieux code de triche PlayStation pour ce jeu que nous avions passé un été entier à battre. Ombre 98. L'écran s'est déverrouillé. Il n'y avait que 3 contacts enregistrés. Un étiqueté, j'ai, un appelé, renard, et un autre, gris. Pas de SMS, pas d'appel, pas de photos, juste un fichier vidéo. Je me suis assis sur le matelas nu, le pouce planant au-dessus du fichier. Puis je l'ai tapé. L'écran a clignoté. Le visage d'Arthur est apparu, émacié, en sueur, sa voix hésitante. Il était dehors quelque part, peut-être dans une forêt ou près d'une chaîne de montagnes, des arbres derrière lui, le vent crépitant dans le micro. Si tu regardes ça, dit-il, alors soit je m'en suis sorti, soit pas, ma gorge s'est serrée. Il a jeté un coup d'œil hors champ comme s'il vérifiait quelque chose. Les funérailles. C'est un faux. Quelqu'un de proche de nous l'a organisé. Je ne suis pas en sécurité, Nathan. Et toi non plus s'il pense que tu poses des questions. Il s'est penché plus près de l'écran et j'ai pu voir une longue éraflure sur le côté gauche de son visage. Commence par Léa. Elle n'est pas celle que tu penses. Et si tu es courageux, demande à papa ce qu'est Pinède secrète. Il a fait une pause comme s'il ne savait pas s'il devait continuer. Puis, ne fais pas confiance à maman. Quoi qu'il arrive, elle est plus impliquée que tu ne le penses. L'écran a vacillé une seconde comme s'il avait trébuché ou ajusté sa prise. J'ai trouvé quelque chose, dit-il. Des choses que je n'étais pas censé voir. Des fichiers, des noms, des choses qui pourraient faire tomber tout ça. C'est pourquoi j'ai fui. C'est pourquoi ils veulent que je disparaisse. La vidéo s'est terminée là. Juste coupé. Pas d'adieu. Je suis resté assis là, le cœur battant comme si j'avais couru 10 pâtés de maison. Je fixais le téléphone dans ma main, essayant d'absorber ce que je venais d'entendre. Je n'étais pas un cinglé de la conspiration. Je ne vivais pas sur les fils de discussion Reddit ou ne portais pas de chapeau en papier d'aluminium. Mais ce n'était pas une blague. Ce n'était pas inventé. Mon frère avait simulé sa propre mort pour échapper à quelque chose qu'il croyait le tuer. Et maintenant, il voulait que je questionne ma femme et nos parents. Mes yeux se sont tournés vers la fenêtre. Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelqu'un me regardait déjà. J'ai pressé le téléphone contre ma poitrine et suis resté assis encore quelques minutes, respirant difficilement, essayant de tout reconstituer. Pourquoi Arthur fuyait-il notre propre famille? Léa? Je ne pouvais pas encore répondre à ça. Mais je savais où je devais aller ensuite. Je devais regarder mon père dans les yeux et lui demander ce qu'était Pinède secrète. Dimanche après-midi, je me suis garé dans l'allée de mes parents comme je l'avais fait 100 fois auparavant. Le revêtement de la maison était toujours fissuré près du garage. La même avait besoin d'être taillée, mais l'air était différent maintenant, plus lourd, comme si j'entrais dans quelque chose dont je ne pourrais pas sortir. Papa était dans le jardin, s'occupant du barbecue comme si c'était un jour comme les autres. Le même tablier de sergent du grill, délavé. La même canette de bière transpirant dans sa main. Il n'a pas levé les yeux quand je suis monté sur la terrasse. J'ai des steaks hachés et des saucisses, dit-il. Tu as faim. J'ai ignoré ça, j'ai marché directement vers la chaise de patio en face de lui et je me suis assis. Mes mains étaient serrées sous la table. Qu'est-ce qui s'est passé à Pinède secrète? Ses mains se sont arrêtées en plein milieu d'un retournement. La spatule planait au-dessus des flammes. Un des steaks a noirci et a commencé à fumer. Il n'a pas remarqué. Il a tourné lentement la tête, les yeux fixés sur les miens. Où as-tu entendu ce nom? Arthur, ai-je dit. Il m'a envoyé un message. M'a dit que les funérailles étaient une couverture. M'a dit que tout menait là-bas. Le grill a sifflé plus fort, la graisse frappant les flammes. Il n'a pas bougé pour baisser le feu. Il est resté là, la mâchoire serrée, pensant. Pinède secrète, dit-il, la voix basse comme s'il me racontait une histoire pour enfants venus de l'enfer. Ce n'était pas une base. C'était un site contractuel. Argent privé.
Surveillance militaire juste de nom. Pas d'uniforme, pas de surveillance. Il a finalement baissé le feu et a reculé. J'y travaillais. Logistique, admission. Rien de profond, mais assez pour savoir ce qu'il faisait. Que faisait-il, ai-je demandé. Il a hésité comme s'il pensait que je ne méritais peut-être pas la vérité. Ou peut-être qu'il était trop tard pour arrêter ça. Ils appelaient ça l'amélioration des performances neurologiques, des tests humains sur la modulation de la mémoire, l'accélération sensorielle, l'intégration des réflexes, tout ça. Il a regardé au-delà de moi, vers les arbres, comme si le passé s'y cachait. Arthur a été blessé il y a 2 ans. Tu te souviens de ça, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit. Accident de vélo, côte cassée, commotion cérébrale. Ce n'était pas un accident, dit-il. Il s'est porté volontaire pour le programme juste après ça. Il nous a dit que c'était de la physiothérapie. Ça ne l'était pas, il a bu une longue gorgée lente de sa bière. Ils lui ont donné un protocole personnalisé. Implants neuronaux, recalibrage chimique, appariement de traumatisme. Le but était de voir jusqu'où il pouvait pousser la cognition lorsqu'elle est liée à un traumatisme émotionnel partagé. Les jumeaux étaient idéaux. J'ai senti ma colonne vertébrale se bloquer. Tu les as laissés l'utiliser. Je n'ai rien laissé, a-t-il claqué. Il s'est inscrit. Il était majeur. Il pensait qu'il se réparait. Mais ça a marché, n'est-ce pas, ai-je demandé. Quoi qu'ils aient fait, ça a marché. Papa n'a pas répondu tout de suite. Il a juste regardé les charbons comme s'il lui devait quelque chose. Ça a marché, a-t-il finalement dit, jusqu'à ce que ça ne marche plus. Il a commencé à perdre la notion du temps, à avoir ses échos croisés comme s'il ressentait ce que tu ressentais, comme si vos esprits s'enfonçaient. J'ai cligné des yeux. Ce n'est pas réel. Ça l'est maintenant, dit-il. C'est pourquoi ils l'ont officiellement fermé, mais officieusement, les gens qui le finançaient. Ils ont vu autre chose, pas de la thérapie, pas de la médecine. Il m'a regardé droit dans les yeux. Ils ont appelé ça la rétention d'actifs. Entraîner la loyauté des soldats en réécrivant la façon dont ils traitent la peur, la douleur, l'amour. Dépouiller l'individu. Je me suis reculé dans ma chaise. Ma respiration était superficielle. Alors, tu me dis qu'Arthur a simulé sa mort pour s'en sortir? Il ne l'a pas simulé pour le plaisir, Nathan. Il l'a simulé parce que quelqu'un allait l'effacer pour de vrai. Il a mis la main sur quelque chose. Un dump complet des données de test. Nom, horaire, données financières. Papa a finalement retiré les steaks du feu et a fermé le couvercle du barbecue avec un claquement sourd. S'il t'a contacté, ça veut dire que quelqu'un a fait une erreur. Tu étais censé penser qu'il était parti. J'ai vu la vidéo, ai-je dit. Il a dit de ne pas te faire confiance. Ni à maman. Papa s'est appuyé contre la balustrade, ayant soudain l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Tu crois que j'aime ça? Tu crois que je n'ai pas passé les 2 dernières années à attendre ce moment, à me demander si je me réveillerais au son d'un coup à la porte et ne vous entendrais plus jamais ni l'un ni l'autre? Alors pourquoi n'as-tu rien fait, ai-je demandé. J'ai essayé, dit-il. Ils m'ont exclu. J'étais un sous-traitant, pas un décideur. Ils ont gardé maman. Elle était plus profondément impliquée que moi. Que sait-elle? Il a de nouveau détourné le regard. Il n'a pas répondu. C'en était assez. Je veux des noms, des fichiers, tout ce que tu as. Il a ri sous son souffle, sans joie. Tu crois que j'ai gardé des souvenirs? Je l'ai enterré comme on me l'avait dit. Alors quoi maintenant? Il s'est rapproché. Maintenant, tu as 2 options. Disparaître ou finir ce qu'il a commencé. Mais si tu restes au milieu, ils te déchireront. Je me suis levé, je n'ai pas serré sa main, je n'ai pas dit merci. J'ai juste quitté la terrasse et suis monté dans mon camion. Cette nuit-là, j'ai dormi peut-être 1 heure. Les rêves venaient par éclairs. Arthur hurlant dans les bois. Le souffle froid de Léa sur ma peau. Mon père retournant des steaks comme si le monde n'était pas en feu. Le matin, j'ai tout imprimé du téléphone jetable, j'ai préparé un sac de sport et j'ai pointé mon camion vers le nord. Arthur avait une dernière personne qu'il aimait peut-être encore assez pour parler, son ex. Je me suis dirigé vers le nord, le dégivrage à fond et mon esprit à peine à tenir le coup.
Le GPS m'a emmené à travers des routes sinueuses et des parcelles d'arbres assez épaisses pour engloutir les phares. Juste après un panneau rouillé indiquant « Point de vue panoramique sur la rivière », je l'ai trouvé. Une cabane de plein pied nichée derrière une rangée de sapins. La lumière du porche brillait faiblement, comme si elle n'avait pas été changée depuis des années. Je me suis garé et j'ai marché lentement. Ma main a plané au-dessus de la sonnette, mais elle a ouvert la porte avant que je ne la touche. Juste entr'ouverte d'un pouce. Elle est devenue pâle. « Tu lui ressembles » a-t-elle dit, la voix presque un murmure. J'ai hoché la tête une fois. « Non, je suis Nathan. » Elle m'a regardé comme si elle cherchait des preuves. Après quelques secondes, elle a ouvert la porte plus grand et a reculé. « Entrez. » L'odeur m'a frappé en premier. Lavande et encre d'imprimante. L'intérieur était chaud, mais tendu, comme si l'air avait du poids. Le salon n'avait presque pas de meubles, juste un bureau couvert de documents, d'imprimés, de clés USB. Le mur du fond était tapissé de papiers épinglés, de ficelles, de noms et de cartes. Cela ressemblait à quelque chose sorti d'un procès pour meurtre. « Vous voulez quelque chose à boire » a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. « Non, j'ai besoin de réponses. » Elle m'a regardé de côté, les lèvres fines. « Il est vivant, n'est-ce pas ?» Je n'ai même pas pris la peine de le cacher. « Oui. » Elle a expiré fortement par le nez, s'est détournée et s'est dirigée vers le bureau. Je pensais que s'il vous contactait, ça voulait dire qu'il était désespéré. J'ai besoin de savoir ce qu'était vraiment Pinhead secrète, ai-je dit. Et jusqu'où tout ça va. Elle n'a rien dit au début. Elle a juste ouvert le tiroir du bas d'un classeur verrouillé, en a sorti une lourde mallette métallique et l'a portée au bureau. « Je ne travaille plus pour eux, dit-elle. Mais s'ils savaient que j'ai gardé ça. » Elle a ouvert les loquets. À l'intérieur, il y avait des piles de journaux médicaux, des mémos avec des sceaux du gouvernement, des photos de graphiques et de sites d'injection. Il y en avait une d'Arthur, torse nu, branché à des fils, les yeux à moitié ouverts comme s'il n'était pas entièrement là. « J'étais son agent de liaison, dit-elle doucement maintenant. Ils ne lui ont jamais dit ça. Nous nous sommes rencontrés via une application de placement. Ça semblait aléatoire. Ça ne l'était pas, tu l'espionnais, ai-je demandé, luttant contre l'envie de renverser toute la table. J'ai été recruté par une société écran. Biotrack Santé. Mon travail consistait à surveiller son comportement, à enregistrer les réponses neurologiques, à appliquer des facteurs de stress environnementaux, des déclencheurs émotionnels, à suivre ses réactions, à rendre compte. Mais tu es tombée amoureuse de lui. Elle a levé les yeux rapidement, la mâchoire serrée. Oui, je l'ai fait. Ça ne veut pas dire que j'ai arrêté le travail au début, mais j'ai commencé à voir ce que ça lui faisait. Des saignements de nez qui venaient de nulle part. Des jours entiers manquant de sa mémoire. Des réflexes qui n'avaient pas de sens. J'ai marché vers le tableau des crimes et je l'ai scanné. Des mots ont sauté aux yeux. Synchronisation comportementale, protocole d'appariement de traumatisme, phase 2 de pilier. C'est quoi le projet pilier? Sa voix était plus plate maintenant, presque robotique, comme si elle essayait de se distancier de ce qu'elle disait. Pilier était un essai d'amélioration humaine non officiel. Il pensait que les jumeaux offriraient la plus haute compatibilité pour le croisement neuronal. ADN identique, développement partagé, souvent traumatisme partagé. L'idée était de construire des soldats plus forts en les liant au noyau émotionnel d'une autre personne. Les empêcher de craquer. J'ai fixé le mot « pilier » sur un post-it jaune. Cela ne ressemblait plus à de la science-fiction. Cela semblait que quelqu'un avait réécrit les règles et ne se souciait pas de qui serait écrasé. Alors, qu'est-ce qu'ils lui ont vraiment fait? Elle a sorti une photo d'un scanner cérébral. Ils ont implanté des nœuds de rétroaction BOF dans son lobe pariétal, des microdoses de composés neuroaméliorants. Le stress environnemental était la clé. Ils voulaient simuler des conditions de guerre. C'est là que j'intervenais. J'étais son calme, puis son chaos. Tu es en train de me dire, ai-je dit, m'approchant, que tout ce qu'il a traversé, les tests, les lacunes de mémoire, les crises, c'était planifié. Elle a hoché la tête, les yeux vifs maintenant. Tout. Et tes parents étaient impliqués. Ta mère dirigeait les dépistages d'admission pour les candidats jumeaux. Ton père s'occupait de la chaîne d'approvisionnement et du transport hors site. Ce n'étaient pas des spectateurs. Ils ont construit le système.
La pièce semblait pencher. Je me suis tenu au dossier de la chaise de bureau et j'ai serré les dents. Pourquoi lui? Pourquoi Arthur? Il a trouvé quelque chose qu'il n'était pas censé trouver. Lors d'un de ces événements de synchronisation, il a vu un autre sujet de test, un enfant qui ne faisait pas partie de sa cohorte. Il a commencé à creuser, à trouver un répertoire, à recouper des lieux. Puis il a volé un disque. J'ai regardé la mallette. C'est là-dedans? Elle a secoué la tête. Il a pris l'original. Je n'ai que les fichiers d'index et la preuve qu'il y a accédé. Il m'a dit que s'il disparaissait un jour, quelqu'un viendrait le chercher. J'ai plissé les yeux. Et où est-il? Elle s'est tournée vers son ordinateur portable, a tapé quelques touches et a affiché une carte satellite, zoomant sur un groupe de forêts domaniales juste là. Pas de route, pas de sentier. La tour de service la plus proche est à 5 km. Il a bougé. Ce point rouge est le dernier signal connu de sa balise d'urgence. Tu l'as suivi? Non, dit-elle. Il m'a laissé le suivre pour cette raison précise. J'ai fixé l'écran. Des arbres à perte de vue, aucun signe de vie, rien. Il a dit que si tu apparaissais un jour, continua TL, cela signifiait qu'il se rapprochait trop et qu'il manquait de temps. J'ai saisi le dossier imprimé sur le bureau ainsi qu'une clé USB qu'elle m'a tendue. Elle m'a accompagné à la porte, mais ne l'a pas encore ouverte. Une dernière chose, dit-elle. Une fois que tu le rejoins, tu ne reviens pas le même. Je n'ai plus été le même depuis les funérailles, ai-je dit. Elle a hoché la tête une fois. Alors tu es prêt? Je suis sorti dans la nuit, dossier à la main, l'estomac noué. J'avais maintenant un emplacement, une cible et un frère qui m'attendaient dans les bois. Je me suis garé là où la route se transformait en terre battue et où le sentier disparaissait dans les broussailles. Le GPS indiquait que j'étais encore à 2 km du dernier signal. J'ai coupé le moteur et j'ai écouté. Rien d'autre que les arbres et le battement silencieux de mon propre cœur. J'ai jeté le sac de sport sur mon épaule et j'ai commencé à marcher. Pas de route, pas de balise, juste un sol humide et une lumière faiblissante. Des branches me claquaient les bras. Des aiguilles de pin craquaient sous mes bottes. Plus je m'enfonçais, plus ça me semblait contre nature, comme si les bois retenaient leur souffle. Pas d'oiseaux, pas de vent, juste le silence. J'ai vérifié la carte 2 fois pour m'assurer que je n'avais pas dévié. Puis je l'ai vu, niché derrière un épais rideau de mousse et de broussailles. Une cabane en bois penché, à peine debout. On aurait dit quelque chose laissé par une équipe de bûcherons il y a 50 ans. Je suis entré dans la clairière, ma voix basse et stable. Arthur, c'est Nathan. Le silence a duré un instant. Puis la porte a gémi. Il est sorti lentement. Son visage était plus mince, ses yeux creusés et vifs. Sweatshirt sale, bout sur son jean, une longue cicatrice sur le côté de son cou que je ne reconnaissais pas, « Tu n'aurais pas dû venir », dit-il, la voix basse mais stable. Je l'ai regardé. « Tu es vivant ». Il n'a pas souri, a juste tenu la porte ouverte. « Entre maintenant ». La cabane était plus petite qu'elle n'y paraissait. Une seule pièce, pas d'électricité. L'air sentait le bois humide et l'essence. Dans un coin, il y avait un tas de bois de chauffage, un sac de couchage, un ordinateur portable abîmé et une boîte métallique verrouillée. J'ai laissé tomber mon sac, le cœur battant. Je sais tout, ai-je dit. Léa, maman, papa, Olivia, pinette secrète. Arthur s'est appuyé contre le mur et a croisé les bras. Alors ils ont craqué. Papa m'a dit que tu t'étais porté volontaire, que ça avait marché, qu'ils essayaient de te transformer en arme. Il a omis beaucoup de choses, dit Arthur. Mais c'est leur modus operandi. Il a marché vers le coin et s'est agenouillé, a ouvert la boîte verrouillée et en a sorti 3 clés USB, une pile de formulaires imprimés et une épaisse enveloppe scellée avec du ruban adhésif rouge. Il a levé une photo. 2 enfants, pas plus de 10 ans, branchés à des fils, les yeux bandés. C'est ce qu'il faisait. Pas seulement à moi, pas seulement à nous. Je n'ai pas pu regarder la photo longtemps. Elle me semblait fausse dans mes mains, comme si elle brûlait. Je suis resté ici jusqu'à ce que j'ai tout, dit-il. Ils ont commencé à faire le ménage parmi les autres sujets. J'ai entendu parler de 3 d'entre eux mourant accidentellement en l'espace d'un mois. Une fois que j'ai eu ça, il a tapoté l'enveloppe. Ils m'ont trouvé. Un craquement venant de l'extérieur. Immédiatement net.
Il a bougé avant que je ne puisse réagir. Il m'a attrapé par le col et m'a tiré vers le mur du fond. Tu les as menés? Non. Mais j'ai arrêté. Je ne savais pas, un autre son. Des bottes. Lentes et délibérées sur les feuilles. Peut-être 2 paires. Peut-être plus. Il a ouvert une planche de plancher, a tendu la main et a sorti un Glock, puis m'en a jeté un autre. Je l'ai attrapé, les mains raides. On peut courir, dit-il, ou on se bat. J'ai avalé difficilement, le cœur battant, courir ou... Il n'a pas répondu, a juste regardé à travers une fente dans le mur, a chuchoté, trop tard. Puis est venue la voix d'environ 10 pieds à l'extérieur de la cabane. Calme, professionnel. Nathan et Arthur Dubois, nous voulons le disque. Personne n'a besoin de mourir ce soir. J'ai regardé Arthur. Quel est le plan? Il n'a pas cligné des yeux. Tu tires mieux de la main droite ou de la main gauche? Je ne sais même pas si je tire du tout, ai-je sifflé. Il m'a tendu un chargeur de rechange. Comprends vite. Je me suis accroupi près du chambranle de la porte, le pistolet levé. Le poids semblait irréel dans mes mains. La sueur me coulait dans les yeux, mais je n'ai pas bougé pour l'essuyer. Arthur bougeait comme quelqu'un qui avait déjà fait ça. Stable, mesuré. Il a ouvert une trappe cachée à l'arrière, juste assez large pour passer. Il pense que nous sommes piégés, dit-il. C'est bon. Mais ils sont nombreux, ai-je chuchoté. Et bien équipés. Nous avons la vérité, dit-il. Et la surprise. Un craquement de bâton. Cette fois plus loin, comme s'il tournait autour. Va d'abord, dit-il. Je suivrai et scellerai la trappe derrière nous. Et s'il se précipite? Alors on ne rate pas, je suis descendu et j'ai rampé dans l'obscurité. Je suis sorti derrière un lit de rochers juste après un ensemble d'arbres aux racines épaisses que j'ai utilisé pour me couvrir. Je me suis retourné et une seconde plus tard, Arthur a glissé derrière moi, sans un bruit. Nous nous sommes accroupis derrière une bûche alors que les pas se rapprochaient. Tu es sûr que ça vaut la peine de mourir? Je lui ai demandé. Il ne m'a pas regardé. Je suis sûr que ça vaut la peine de ne pas les laisser gagner. Une autre voix plus proche maintenant. Nous voulons juste les fichiers. Donnez-nous le disque. Ça se termine proprement. Arthur a croisé mon regard. Ils nous tueront de toute façon, mais pas avant d'avoir tout effacé. J'ai levé le pistolet, les mains plus stables maintenant. D'une certaine manière, la peur a commencé à me sembler utile. Il a hoché la tête une fois, puis a pointé vers l'est. Tu vois cette tour de guet à travers les arbres? C'est là que nous téléchargeons. Maintenant? Il a souri sombrement et rapidement. Maintenant. Il est parti le premier, se faufilant à travers les arbres comme s'il avait déjà couru ce chemin. J'ai suivi de près, la poitrine en feu, chaque respiration froide. Derrière nous, la cabane a explosé de bruit, des portes enfoncées, du bois qui éclate, des voix qui crient. Nous ne nous sommes pas arrêtés, n'avons pas regardé en arrière. Nous n'avions qu'une seule chance et nulle part où fuir. Nous avons sprinté à travers les broussailles comme des animaux chassés, des branches nous frappant les bras, des feuilles nous coupant le visage. J'ai entendu le doux bruit des tirs étouffés derrière nous. Pas le claquement chaotique de tirs aléatoires, mais des rafales nettes et délibérées. Ils n'essayaient pas de nous effrayer. Ils essayaient d'y mettre fin. Arthur continuait de regarder en arrière, comptant la distance à l'oreille. 500 mètres, a-t-il crié. Attention où tu mets les pieds. J'ai trébuché une fois sur une racine, j'ai frappé mon épaule contre un arbre, je me suis rattrapé et j'ai continué. Mes poumons brûlaient. Mes jambes semblaient faites de béton, mais nous ne nous sommes pas arrêtés. La tour de guet est apparue comme un squelette rouillé. Tout en métal tordu et en peinture rouge délavée s'élevant au-dessus des arbres comme si elles tenaient à peine ensemble. Elle vacillait dans le vent juste assez pour me serrer l'estomac. Arthur n'a pas hésité. Il a foncé droit vers la base, a grimpé l'échelle comme s'il l'avait fait une douzaine de fois et a disparu par-dessus le bord. J'ai suivi, chaque échelon un combat. Mes paumes étaient glissantes. Le vent hurlait plus fort à mesure que je montais. Quand je suis arrivé au sommet, la vue n'était que des arbres dans toutes les directions. Pas de lumière, pas de route, juste la nature sauvage, et le sentiment que quelque part en dessous, la mort tournait en rond. Arthur installait déjà l'équipement, un amplificateur de signal,
un ordinateur portable, une clé USB. Chaque mouvement rapide, précis. Il n'a pas expliqué. Pas besoin. Je me suis accroupi à côté de lui, la poitrine toujours haletante. Qu'y a-t-il dans les fichiers? Il ne m'a pas regardé, a juste continué à travailler. Ce ne sont pas seulement des expériences. C'est de la programmation. J'ai froncé les sourcils. Comme du lavage de cerveau? Pire, dit-il. Ils testent des paires, principalement des jumeaux. Ils essaient de forcer des liens émotionnels sous stress, puis les rompent encore et encore jusqu'à ce que la loyauté ne soit plus de l'amour. C'était de la survie, un réflexe. L'obéissance sans la confiance. C'est ce qu'il nous faisait. Il a hoché la tête une fois. Nous étions censés nous fracturer, nous retourner l'un contre l'autre, mais nous ne l'avons pas fait. Cela nous a rendus instables. Dangereux. L'ordinateur portable a bipé. Le téléchargement a commencé, dit-il. Maintenant, nous tenons bon. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus le bord de la plateforme, mon arme fermement tenue. Du mouvement près de la lisière des arbres. Rapide, bas. Quelqu'un flanquait à gauche. Une autre ombre se déplaçait à droite. J'ai levé le Glock mais j'ai retenu mon tir. Je ne voulais pas révéler notre angle exact. Une fois qu'il atteint le satellite, dit Arthur, il se copie sur 46 serveurs morts. Introuvable. Inarrêtable. Bien, ai-je marmonné. Assurons-nous de vivre assez longtemps pour le voir passer. Une branche a craqué. Puis l'échelle a tremblé. Arthur a fait pivoter son fusil, les yeux fixés, le métal a claqué. Quelqu'un montait. Nous nous sommes accroupis près de l'ouverture. Nous avons attendu. Retenu notre souffle. Le métal a de nouveau grincé. Un pied est apparu. Arthur a tiré le premier. Un coup, puis un autre. Un cri. Court, aigu. Puis un grand fracas. Silence. J'ai expiré fortement, le cœur battant dans mes oreilles. Recharge, dit Arthur. J'ai tâtonné avec mon chargeur de rechange, les inséré, les mains tremblantes, mais toujours fonctionnelles. Il a jeté un coup d'œil à l'écran. 78%. D'autres arrivent. Il m'a regardé comme si la question n'avait même pas besoin d'être posée. Nous nous sommes mis à plat ventre, sommes restés à terre. Chaque seconde ressemblait à une mèche qui brûlait. J'ai vu une autre silhouette dans les arbres, fusil levé, scrutant. Il n'a pas tiré, a juste attendu comme s'il calculait. Pourquoi maintenant, ai-je demandé à peine au-dessus d'un murmure. Arthur a parlé à travers des dents serrées. Parce qu'ils ont fait le ménage pendant des semaines. Chaque fuite, chaque piste. Olivia est probablement déjà sur une liste. Ton apparition les a forcés à agir. Tu crois qu'elle est en sécurité? Il n'a pas répondu, ce qui signifiait qu'elle ne l'était pas, 91%. J'ai essuyé la sueur de mon visage avec ma manche. Le vent a de nouveau soufflé, secouant toute la tour. Nous sommes restés figés, les yeux sur la lisière des arbres, écoutant le moindre bruit. Rien n'est venu. 98%. Je me suis rapproché de l'ordi portable, prêt à le protéger de mon corps si nécessaire. Puis, digne. Téléchargement terminé. Une coche verte brillante a clignoté à l'écran. Arthur l'a fixé. C'est sorti. Les arbres sont redevenus silencieux. Les tirs ont cessé. Plus de mouvement. C'était comme s'ils avaient disparu. J'ai attendu un autre craquement de brindilles, un pas, quelque chose, mais cela n'est pas venu. Juste le silence. Et maintenant? Ai-je demandé. Arthur s'est appuyé contre la balustrade. Maintenant, nous attendons. Nous nous assurons qu'ils sont vraiment partis. Alors, nous avons attendu. 1 heure s'est écoulée. Peut-être plus. J'ai perdu la notion du temps. Quand nous sommes finalement descendus, les bois étaient vides. La cabane était toujours debout au loin. Un oiseau a chanté une fois. Le premier son naturel que j'avais entendu depuis des heures. La vérité était libre maintenant. Mais ce qui allait suivre, les retombées, l'exposition, le jugement, c'était la partie que nous ne pouvions pas contrôler. C'était la partie que nous allions devoir survivre. Au moment où nous sommes rentrés en ville, cela avait déjà commencé.
Les titres des journaux se multipliaient comme une traînée de poudre. Les fils Reddit, les chaînes Telegram, les articles de blog cryptés avec des documents miroirs et des horodatages. Quelqu'un avait pris les fichiers et les avait diffusés partout. C'était hors de nos mains maintenant. C'était le but. Le dump complet a frappé Internet moins de 24 heures après que nous ayons quitté la tour. Des noms, des dates, des séquences, des images d'enfants attachés à des tables, des notes sur des séparations forcées, des chronologies qui ne correspondaient à aucun dossier public. Certains des noms correspondaient à des avis de personnes disparues d'il y a 10, 15 ans. La plupart d'entre eux, personne ne s'en souvenait. Il y avait des photos de jumeaux, pas seulement Arthur et moi. D'autres, certains pleurant, d'autres complètement vides. Un enfant fixait l'appareil photo avec des yeux qui semblaient morts à l'intérieur. J'ai fermé l'ordinateur portable 2 fois juste pour respirer. Les noms de mes parents figuraient sur le 4e document. Papa était répertorié sous « Logistique et soutien d'actifs ». Maman, signature complète, numéro de licence médicale, évaluation enregistrée, était désignée « Gardienne psychométrique ». Les 2 noms apparaissaient plus d'une douzaine de fois, pas des rôles secondaires, pas du personnel de soutien. Ils étaient clés. Et Léa, elle avait une étiquette d'identification de recherche Blint, nom complet, journal d'affectation. Sa photo à côté du mot « évaluatrice », métrique de fracture des liens. Elle me suivait depuis des années. Elle m'a appelé le matin où ça a frappé les grands médias. J'ai laissé la messagerie vocale. Sa voix était cassée comme si elle avait pleuré. Nathan, je ne voulais pas ça. Tu dois me croire. Mon père était malade. L'argent, je ne pensais pas que ça irait aussi loin. S'il te plaît, rappelle-moi. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai supprimé et j'ai bloqué son numéro. Arthur et moi étions terrés dans un motel délabré à 200 km à l'ouest, près d'une aire de repos qui sentait le vieux café et l'essence. Les nouvelles tournaient en boucle sur la petite télévision installée dans le coin. La même phrase sur toutes les chaînes. Fuite du lanceur d'alerte du projet Pilier. Nous étions partout. Des informateurs anonymes, des agents renégats, des menaces à la sécurité nationale. Certains nous appelaient des héros. Certains nous appelaient des menteurs. Quelques podcasts de droite disaient que nous étions des agents d'une agence rivale. Le public ne savait pas quoi croire, mais il savait une chose. Ça n'allait pas disparaître. 3 jours plus tard, des SUV noirs se sont garés sur le parking du motel. Mon estomac s'est noué. Arthur a attrapé l'arme sur la table de nuit. Mais ils ne sont pas venus pour nous traîner dehors. Ils sont venus nous protéger. Des agents fédéraux avec des badges sans nom et des yeux fatigués. Une femme, la trentaine, chemisier rouge, pas de bijoux, m'a tendu un dossier rempli de citations à comparaître et un téléphone jetable avec 3 numéros enregistrés. Elle n'a pas souri. Vous avez fait ce qu'il fallait, dit-elle. Mais vous ne retrouverez pas une vie normale. Je n'ai rien dit. J'ai juste pris le téléphone et refermé la porte derrière elle. Les inculpations ont commencé à tomber cette nuit-là. Des superviseurs de niveau intermédiaire, des dirigeants de Glint Research, des médecins qui avaient approuvé les protocoles de stress neurologique. Un colonel répertorié comme auditeur éthique sous contrat. Tous nommés dans les dossiers. Tous enregistrés. La presse a qualifié cela de l'une des enquêtes de renseignement privées les plus vastes de l'histoire des États-Unis. Léa a demandé le divorce avant la fin de la semaine. J'ai signé les papiers sans les lire. Elle pouvait avoir la voiture, la maison, chaque meuble que nous avions acheté ensemble, mais pas mon nom. Elle ne méritait pas ça. Mes parents ont été arrêtés 2 semaines plus tard. J'ai regardé la vidéo sur un live stream granuleux. Tous les deux menottés, escortés hors d'une communauté fermée en Arizona. Ma mère avait exactement l'air que je me souvenais, froide, fière, pas un cheveu de travers. Mon père gardait la tête basse. Ils ont accepté des négociations de plaidoyer. Pas de peine de prison à vie, mais presque. Pas de licence médicale, pas de pension, plus rien pour les protéger. Tout ce qu'ils avaient construit avait disparu. Je me suis assis sur le lit du motel cette nuit-là, tenant le téléphone jetable comme si c'était une grenade dégoupillée. Une partie de moi s'attendait à un coup à la porte. Des représailles. Des silencieux. Une fin propre. Au lieu de cela, j'ai reçu un SMS d'Émilie. Je ne sais plus quoi croire, papa, mais je te crois.
Je l'ai lu 5 fois. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Je suis juste resté là, fixant l'écran, essayant de ne pas m'effondrer. C'était le premier moment où j'ai senti le poids se déplacer. Pas de soulagement, pas de clôture, mais quelque chose comme un terrain solide. Arthur a jeté un coup d'œil vers moi. « Tu vas bien ?» J'ai hoché la tête. « Oui, je crois. » Cette nuit-là, j'ai vraiment dormi, pour la première fois depuis des semaines. Le motel s'est vidé après les inculpations. Les fédéraux nous ont déplacés 2 fois en 2 mois, puis nous ont laissés tranquilles. 1 an plus tard, Arthur vivait hors réseau près de Kalispell, Montana. Panneaux solaires, poêle à bois, pas d'internet sauf s'il en avait besoin. Il a construit une serre derrière la cabane et a réparé de vieilles radios juste pour le plaisir. Il n'appelait pas souvent. C'était le marché. Il restait discret et je restais visible. Je suis retourné à l'Est et j'ai créé une organisation à but non lucratif. Petit bureau, 3 employés, financement minimal, rien de tape à accent grave-l'œil, juste une boîte aux lettres propres et un nom sur la porte. La Fondation du Bois pour la défense des lanceurs d'alerte. Des gens sont venus, certains effrayés, certains en colère, tous désespérés d'être entendus. Je prenais leurs histoires, les orientais vers les bonnes personnes, créais un espace où les secrets ne pourrissaient pas en silence. Certains jours, j'oubliais comment tout cela avait commencé. Oh, juste un message texte, un costume noir, le nom de mon frère sur un cercueil qui ne le contenait pas. Mais quand j'ai revu Arthur, quand j'ai regardé dans les yeux de la seule personne qui avait brûlé toute sa vie pour sauver la vérité, je me suis souvenu. La vérité ne peut pas rester enterrée. Pas pour toujours. Nous n'avons fait qu'une seule interview, une seule. Pour une équipe de documentaristes qui nous poursuivait depuis des mois. Grande plateforme, portée nationale. Ils nous ont fait voler sous des alias, nous ont donné des chambres d'hôtel sans fenêtre et nous ont pris nos téléphones avant de filmer. Le réalisateur a demandé, pourquoi maintenant? Je n'ai pas scié. Parce que nous en avions assez d'être contrôlés. Arthur s'est assis à côté de moi, les bras croisés, la mâchoire serrée comme du béton. Il s'est penché vers le micro et a dit, parce que l'enfant de quelqu'un est le prochain. À moins que quelqu'un ne parle. C'est à ce moment-là que j'ai senti la pièce changer. Le silence qui a suivi n'était pas du doute. C'était de la compréhension. Nous ne parlions pas de vengeance. Plus maintenant. Nous n'étions pas là pour régler un compte ou faire payer les gens. Nous étions là pour arracher le rideau et montrer du doigt ceux qui se cachaient encore derrière. Nous vous voyons. C'était tout. Les gens qui ont essayé de nous effacer, mes parents, Léa, les costumes derrière Glint, les contrats fictifs et les laboratoires privés, ils avaient passé des années dans l'ombre, confiant que personne ne ferait jamais briller une lumière aussi vive. Maintenant, c'était eux qui s'éteignaient. Quant à moi, je ne dormais plus avec un pistolet sous mon oreiller. Je ne vérifiais plus 3 fois les serrures chaque nuit ou ne tressaillais plus chaque fois qu'une voiture noire s'arrêtait derrière moi. Je dormais en sachant que nous avions fait un bruit assez fort pour réveiller les morts. Et plus fort encore, nous les avions fait écouter. Seriez-vous entré dans les bois si c'était votre frère qui était en fuite? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette histoire, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus de contenu. YouTube a sélectionné ceci pour vous. Cliquez dessus. Voyons s'ils ont bien deviné.